Voilà, je vais vous parler d'un point qui m'intéresse très fort, qui est la ville, et les habitants, au travers de quelques exemples, en essayant de montrer la corrélation qu'il existe entre l'habitat et les espaces publics. On sait que la ville attire de plus en plus d'habitants, on sait que ce phénomène va se poursuivre, c'est ce qu'on appelle la densification des villes. Non seulement on demande des logements en plus grand nombre, il y a l'aspect quantitatif, mais il y a aussi l'aspect qualitatif, parce que la typologie des logements est amenée à se réinventer. Les gens ne vivent plus comme avant, et cette réinvention doit concerner non seulement les nouveaux logements, mais encore plus, et ce qui est plus compliqué, les logements existants. Et cette réinvention doit intégrer les normes techniques. On parle beaucoup de sécurité, de santé, vous savez, tous les problèmes qu'il y a eu au niveau des incendies, notamment cet incendie à Londres dernièrement, qui par rebondissement, nous a créé aussi des soucis, mais des soucis qui sont des soucis positifs, puisqu'on est amené à augmenter la prévention, notamment dans l'exemple phare de l'exposé que je vais faire, qui est la tour Brunfaux à Molenbeek. Mais donc il y a des problèmes d'accessibilité, des problèmes de... l'accessibilité, c'est les PMR, c'est le vieillissement de la population, les problèmes de développement durable, avoir des bâtiments qui soient actifs, la gestion de l'eau, l'isolation, l'acoustique, les poubelles, l'évolution sociétale, la mixité, le temps de travail, le travail à domicile, etc., les familles recomposées, l'allongement des études. Donc tout ça fait que les logements d'hier ne correspondent plus aux besoins d'aujourd'hui. Et il faudrait aussi que ces évolutions qui sont en fait à même de drainer plus de personnes vers la ville aient une réponse au niveau des espaces urbains. Et on va voir comment les espaces urbains peuvent bénéficier de nouveaux logements, mais aussi comme les nouveaux logements peuvent bénéficier de l'intérêt suscité par des nouveaux espaces urbains. Et quand on parle d'espace public, on parle bien sûr de mobilité, avec des évolutions assez récentes. Par exemple, au niveau mobilité douce, en ville, les piétons font des trajets à partir des transports publics, mais de plus en plus, il y a les vélos, il y a des trottinettes, il y a des skates. Puis l'électrification de tous ces engins-là a encore amené une autre évolution. Et les pistes cyclables, par exemple, telles qu'on les envisageait il y a 2-3 ans, doivent être remises en question aujourd'hui, parce que non seulement il y a beaucoup plus de gens qui les utilisent, sur des distances beaucoup plus grandes, mais aussi de manière beaucoup plus rapide. Ces vélos circulent à 25 km/h, alors qu'avant, on circulait à 10-12 à l'heure. Voilà. Je vais essayer. De vous expliquer tout ça, ou en tout cas de vous faire part de mon expérience en partant de Liège, et notamment, si vous voulez, de tout l'effort qui a été fait par la ville pour redynamiser tout le quartier des Guillemins, que l'on voit ici. Le quartier des Guillemins, où j'ai eu l'occasion de travailler sur la place des Guillemins, ça c'est la gare de Calatrava. J'ai eu l'occasion d'être désigné auteur de projet avec un bureau namurois pour la place des Guillemins. Et puis, comme il y avait des velléités de faire venir le tram à Liège, on a dû envisager plusieurs tracés de tram, et on m'a demandé de réfléchir à toute cette zone-ci, à l'époque où Calatrava envisageait de construire à cet endroit-là un canal qui se trouvait donc au niveau de la Meuse, c'est-à-dire à peu près 6 mètres plus bas que ceci, pour mettre en perspective la gare qu'il a construite là, et en rasant notamment tous les quartiers périphériques. Donc par rapport à cette idée, j'ai imaginé que la petite placette que j'ai réalisée servait de point de départ de l'aménagement d'une rame là,
qui se prolongeait ici par une passerelle. Cette passerelle a été construite depuis par le bureau Grège, et donnant accès, ceci devrait être ouvert parce qu'il s'agit du parc de la Bovry, où vous avez Ricciotti qui a rénové le musée d'art moderne. Et tous les quais ici ont été réaménagés et ont donc attiré un regain d'intérêt des gens sur ce quartier, donc bien desservi par des ravels, bien desservi par la gare, probablement, on ne sait jamais à Liège, desservi un jour par un tram. Et donc tout ça fait que ces espaces conviviaux amènent un intérêt, amènent les gens. Voilà, ça c'est des aménagements que nous avons faits au pied de la gare. Et ces aménagements se sont prolongés par l'aménagement des quais. Et là, c'est le premier exemple que je voulais vous donner, puisque nous avons été amenés à réfléchir sur ces 3 maisons de maîtres situées sur les quais. Donc, les quais de Liège et les beaux endroits dans les villes sont en général tous construits. Donc, on a peu le loisir de venir refaire un nouvel immeuble. Donc, on est confronté à des rénovations. Et ces rénovations, je pense qu'il faut respecter avant toute chose la qualité d'ensemble comme ça de 3 maisons qui datent encore du 19e, qui sont là et qui essayent de subsister comme ça, coincées, écrasées par les 2 immeubles qui les entourent. Alors que ces maisons-là sont des maisons qui sont de plus en plus difficiles à habiter. Elles sont difficiles à habiter parce que c'est des grandes hauteurs sous plafond, ce sont des escaliers, c'est pas d'isolation, c'est compliqué. D'ailleurs, tous les gens qui étaient propriétaires de ces maisons les ont en général revendues, vous voyez, vous en avez encore quelques-unes là, les ont revendues et se sont construits alors dans les années 70 des immeubles comme ceci, d'appartements, un peu aquarium, il n'y a pas de terrasse, il n'y a rien, et qui correspondaient à une demande de l'époque d'habiter dans ces appartements. Donc comment faire en fait pour moderniser, pour essayer d'adapter ces maisons, ça a été la question qui s'est posée, et surtout la question au niveau de la typologie, comment rendre ces logements intéressants aujourd'hui, comment les rénover, garder des façades et que ces façades correspondent encore à des espaces intérieurs et que ce ne soit pas simplement une façade qui soit appliquée par exemple sur un pied d'immeuble. C'est ce à quoi nous avons essayé de réfléchir vous avez ici les anciennes constructions, en complétant, en fait, en s'inspirant du relief des façades des maisons. Vous voyez ces balcons, vous voyez ces loggias, etc., qui donnaient un grand relief, qu'on ne retrouve plus dans les façades nouvelles des années 70. Il y a une qualité d'architecture, une qualité de détail qu'on ne met plus en œuvre aujourd'hui. Et donc, en jouant sur ces reliefs, et avec l'idée de créer aujourd'hui des terrasses pour permettre aux gens d'aller manger à l'extérieur, d'avoir des vues sur le fleuve, on a développé ce concept de nuage, si je puis dire, c'est-à-dire avoir des terrasses qui s'avancent avec des formes courbes, qui se chevauchent, pour ne pas donner un élément trop rigide qui allait écraser les maisons. Et cette terrasse qui joue un peu comme un nuage, si vous voulez, un peu quelque chose d'évanescent en dessous de la maison, avec des garde-corps qui seraient en tôle perforée, où on aurait sérigraphié d'ailleurs un nuage, et donc qui permettent aussi, dans le contexte, si vous voulez, de faire une liaison entre les immeubles hauts qui sont là, on le voit aussi sur cette photo. Actuellement, s'il y a un accident, quand vous êtes ici, il y a un grand pignon aveugle, parce que les gens, quand ils construisaient dans les années 70, ils ne se souciaient pas de ce qu'il y avait à côté. Et donc vous avez comme ça une dent creuse, ce qu'on appelle une dent creuse à Liège, avec des pignons aveugles. Et comment aller refaire un environnement harmonieux de cela en respectant les maisons et en répondant à une demande actuelle. Donc ces terrasses en fait qui viennent ici comme ça et qui redescendent ici, on a dû démolir une partie, en fait à peu près 15-20% de la maison pour permettre l'accès au chantier et puis permettre la rénovation de cet espace-là. Et ces terrasses viennent comme ça le chevaucher et donnent donc des accès, des vues
en essayant, voilà, en essayant de recomposer, si vous voulez, dans l'ensemble, quelque chose qui paraisse cohérent, en respectant le passé, et puis en assumant finalement ce qui a été réalisé dans les années 70. Un autre exemple un peu plus loin, sur le même quai, c'est dans un immeuble des années 70 maintenant, comment faire en sorte qu'un appartement comme ceci puisse devenir quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Hein? Comment l'isoler, comment faire une typologie qui soit intéressante, qui réponde à la manière de vivre. Et uniquement l'appartement, c'est-à-dire que c'est assez facile, si vous voulez, de prendre un immeuble, comme on a pu le faire à Droix, s'il y a des grandes tours qui contiennent chacun 40-50 appartements, ben on isole toute la tour, on remet des techniques, etc. Or, avec les systèmes de copropriété, c'est excessivement difficile à faire, de mettre tout le monde d'accord sur une rénovation, ça engage des frais, etc. Et comment faire pour rénover comme ceci un appartement tout seul, sans toucher à toute la structure du bâtiment. Et on voit bien, si vous voulez, le confinement auquel on arrivait par cette succession d'espaces qui sont un premier hall ici, et puis un hall un peu plus grand avec une extension là qui donne un hall nuit ici, qui dessert un WC, une toute petite salle de bain, hein, un peu monacale, hein, et puis là, on avait la chambre des parents, et puis une chambre avec un lit simple, une double porte avec un séjour qui avait un feu ouvert, des terrasses un peu insignifiantes, une toute petite salle à manger et une cuisine qui s'ouvrait sur un espace là derrière. Donc en étudiant un peu la structure du bâtiment, on a découvert que les dalles de plancher portaient d'un niveau à l'autre. On a évacué le vide ordure qui était là et qui présente des problèmes sanitaires et des problèmes aussi pour le feu. On a refait les gaines, on a réisolé tout, on a réisolé les planchers sur 1 mètre. Et au niveau de la typologie, on a essayé de profiter du fait que nous avions ici une orientation est qui donnait d'ailleurs sur la Meuse, et donc de l'autre côté une orientation ouest, et on a pu agrandir cette baie-là pour amener du soleil à cet endroit-là. Et l'aéra qui se trouve là amène encore de la lumière du sud ici. Donc aujourd'hui, on rentre ici et on dispose finalement d'un grand espace, d'un grand volume qui bénéficie de la lumière le matin, à midi, le soir, avec une cuisine qui est intégrée, parce qu'aujourd'hui, ben, la cuisine n'a plus besoin d'être repoussée dans un coin. Et quand on cuisine, ben, tout le monde participe finalement, avec le séjour, des chambres qui peuvent s'ouvrir sur les espaces ici, par des grandes portes acoustiques, partant de l'idée qu'on est finalement peu dans une chambre, et que pourquoi ne pas pouvoir aller lire un bouquin ou envoyer des messages en étant sur son lit plutôt que dans le séjour. Donc essayer de trouver un système pour que les chambres soient plus utilisées au cours de la journée, avec pour cette chambre principale un petit dressing, et puis on a ici une première salle de bain, et il y a un grand tub douche en fait ici qui profite aux 2 salles de bain. Hein, donc, puisque même quand on va dans sa salle de bain le matin, on n'est pas pendant 20 minutes dans la douche, ben, il y a des portes en verre sablé, et donc on peut accéder à un grand tub douche en venant de ce côté, ça fait 1,50 m sur 1 mètre, et on peut accéder par ici, par l'autre petite salle de bain, dans le tub douche. Là, il y a une ventilation double flux, là on peut mettre les machines à laver, etc. Et puis là, on retrouve la deuxième chambre qui peut ouvrir aussi sur cet espace-là. Et puis j'ai installé à ce niveau-là des cloisons coulissantes qui peuvent venir séparer cet élément-là pour presque reconstituer un petit studio ici. Vous voyez, on a la salle de bain, on a le WC, on a tout ce qu'il faut. Ça peut devenir un petit studio en ouvrant ceci, ou bien avoir une chambre d'appoint si on le souhaite. Bon, en 2 ans, cette cloison n'a jamais été bougée, donc on verra bien si elle servira un jour à quelque chose. Et donc ça donne des vues comme celle-ci, avec des banquettes qui sont du côté Meuse. Vous voyez la chambre ici qui est ouverte, avec ses portes.
Et vous voyez la rehausse, parce que là, on a isolé, on a dû casser la chape en béton pour isoler sur 1 mètre de profondeur, pour éviter le pont thermique à la jonction de la dalle de béton avec le mur de façade. Tandis que là, pour ne pas faire trop de bruit et ne pas quand même déranger trop, on l'a déjà fait beaucoup, les voisins du dessous, on a remis un plancher 10 cm surélevé. Voilà quand la porte est fermée. Vous voyez la profondeur de l'appartement, avec la lumière du sud qui peut venir par ici. Et ça, c'est la cuisine. Et la cuisine qui profite d'un grand panneau coulissant. Donc le panneau coulissant, en fait, coulisse sur le plan de travail de la cuisine. En général, le panneau coulissant d'une cuisine délimite l'espace de la cuisine et referme la cuisine. Ici, c'est juste le plan de travail qui est refermé. Et puis ça nous amène encore à un autre exemple, toujours à Liège. Ça, c'est le quai Saint-Léonard, pour ceux qui connaissent Liège. En fait, le quai Saint-Léonard est un quai sur lequel doit aussi passer le tram. Donc le tram est amené à venir ici. Donc là aussi, le passage du tram va réorganiser les circulations, les ravels, les circulations piétonnes. Et ça donne un intérêt à habiter à cet endroit-là, qui est un peu plus éloigné de la ville, et qui permet maintenant de retrouver le centre-ville assez rapidement. Et donc voilà, typiquement, si vous voulez, c'est actuellement encore un quartier qui attire peu, c'est le quartier nord, bien qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de galeries d'art. Et vous voyez typiquement à Liège ce qu'on a autorisé. Donc on autorisait de démolir une maison comme ça, et puis on venait construire un immeuble qui ne comporte qu'une façade et d'une grande pauvreté par rapport à des choses comme ça qui ont été construites il y a quelque temps, il y a voilà, peut-être un siècle avant celui-là. Et donc on a comme ça, c'est ce qu'on appelle à Liège des dents creuses, qui présentent un intérêt puisque vous avez le soleil qui pénètre dans ces ouvertures et qui viennent éclairer la rue. Et c'est un peu l'impression qu'on a quand on se promène à Montréal ou à New York ou à Tokyo, où tous ces buildings ont des hauteurs différentes, mais ne sont pas accolés les uns les autres. On n'a pas cet effet côte belge, où on construit un mur qui écrase tout. Et donc là, j'avais proposé à un promoteur de racheter cette maison qui était insalubre et de venir construire un immeuble ici pour venir en fait habiller le pignon. Et pour essayer de retrouver, si vous voulez, des gabarits, voilà, pour avoir quelque chose de plus harmonieux. Voilà, ce pignon-là est habité, il y a des terrasses, et puis là on retrouvait quelque chose de plus bas, puis là ça remontait ici. Et on avait imaginé de planter une centaine d'arbres sur les terrasses, des arbres de 6 mètres de haut, pour amener de la biodiversité. Et on avait, je crois, 2-3 appartements par niveau. Mais l'intérêt, c'était qu'on avait réfléchi à tout l'intérieur de l'îlot. Et donc, ce bâtiment-là, en fait, était un peu annonciateur, révélateur, était un peu l'entrée d'une redynamisation de l'ensemble du quartier. Parce qu'après nettoyage des constructions industrielles et des hangars qui se trouvaient là, en fait, on s'est aperçu que tout ça était relativement disponible et on pouvait obtenir 6500 m² constructibles à cet endroit. Et donc l'idée a été de proposer à la ville, qui n'a pas accepté d'ailleurs, puisque ce bâtiment n'a pas été accepté, de refaire des cheminements cyclopiétons à l'intérieur du quartier, notamment si vous avez un tram ici, les gens qui habitent là peuvent passer ici de manière tout à fait sécuritaire, et de développer à l'intérieur ici des potagers, de la végétation. Et pourquoi des potagers? Parce que de plus en plus de personnes prennent plaisir à cultiver du temps libre, et c'est socialement quelque chose d'excessivement intéressant que d'avoir chacun son petit lopin de terre, et puis de venir le cultiver. Ça entraîne vraiment une cohésion sociale au sein de la communauté, au sein du quartier. Donc ce que j'essaye de dire ici, c'est que voilà, ça c'est un projet qui bénéficie d'un nouvel aménagement du quai, et il essaye de prolonger la dynamique qui a été initiée par les pouvoirs publics,
en essayant de redynamiser l'intérieur de l'îlot. Un peu plus loin de Liège, là c'est Chénet, c'est une commune qui fait partie de Liège, on a le quai des Ardennes. Ceci c'est l'Ourthe, et l'Ourthe se jette un peu plus bas dans la Meuse. Et le quai des Ardennes est caractérisé par des constructions qui sont relativement basses, et puis de temps en temps comme ça des immeubles, dont celui-ci qui n'est pas très heureux parce que s'il a des terrasses sur cette façade et sur ce pignon qui donne vers la ville, là, le pignon est tout à fait aveugle. Donc on a proposé la construction d'un bâtiment ici qui ne vient pas tout à fait contre, parce qu'il y a des fenêtres, on essaye de préserver un peu ce bâtiment-là, et on essaie de garder ses césures, et ce bâtiment vient s'adosser au bâtiment existant pour essayer d'avoir une entrée un peu plus accueillante à la ville, pour ne pas se retrouver devant ce grand volume tout à fait noir. Et la configuration, avant la proposition, voilà la parcelle sur laquelle on a travaillé. En fait, il y avait une villa, un peu désuète, qui se trouve là, qui est abandonnée depuis très longtemps, mais avec une caractéristique, c'est que vous aviez ici une rue, qui est la rue du Confluent, qui est une rue très habitée, et puis à ce niveau-ci, le quai des Ardennes, sur lequel on retrouve les Ravels, sur lesquels il y a tous les transports publics. Et donc l'idée était d'une part de cautériser les cicatrices, en construisant un immeuble haut qui vient s'appuyer sur cet immeuble qui fait 11 niveaux, mais de l'autre côté aussi venir construire une maison qui vient s'appuyer sur la maison existante à cet endroit-ci. Et permettre un passage semi-public entre la rue du Confluent et le quai des Ardennes. Et permettre donc aux enfants ou aux habitants ici de descendre via des plans inclinés, donc même un PMR peut le faire ou une personne âgée, et passer par un espace qui est aménagé en lieu de vie. Il y a des arbres, il y a de la végétation, il y a des pavés sur le sol, il y a des commerces qui donnent de l'animation, et donc de rejoindre la rue du Confluent au quai des Ardennes. Donc toujours, voilà, essayer de contribuer au bien-être des gens, non seulement dans l'immeuble, mais avoir cette idée de l'espace public. Surtout qu'ici, cet espace de respiration urbaine là, est terriblement rare. Vous voyez ici, les constructions sont très denses, tout est absolument construit, et même les maisons ici ne disposent pas de jardin. Et vous n'avez pas dans l'environnement immédiat des parcs où les enfants, par exemple, peuvent jouer. Hein? Donc ça permet ici à ces enfants de jouer et de profiter de cet espace. Voilà, et puis j'arrive un peu au sujet principal de ce petit exposé, qui est la tour Bruinfaux à Molenbeek-Saint-Jean. Donc voilà voilà où se situe la tour. Donc vous êtes à côté de la porte de Ninove. Tout ce quartier-là va être réaménagé. Et donc c'est un concours international qui avait été lancé et que j'ai gagné avec l'atelier 229, le bureau d'études Naine Partner, ingénieur, bureau de technique spéciale Arcadis et le bureau d'acoustique BANP. Donc notre idée a été de soutenir l'ambition du logement molenbeekois qui consiste à dire on ne va pas jeter, on ne va pas casser, on ne va pas tout refaire. Ce qui est la démarche courante. Et ce sur quoi on doit tout le temps se battre. Pourquoi est-ce qu'on doit se battre là-dessus? Parce qu'il est clair, si vous voulez, qu'un entrepreneur, si vous lui dites rénovez-moi ça, ça va être compliqué. Il va devoir étudier les plans, il va devoir mettre des équipes compétentes d'ingénieurs pour voir si tout est faisable, il va devoir avoir une main-d'œuvre qualifiée et il ne pourra pas faire de dumping social parce qu'il faudra que les gens connaissent bien ce qu'ils ont à faire. Donc c'est compliqué et limite, s'il n'étudie pas bien, il prend des risques financiers. Alors que foutre la tour par terre, ça c'est pas compliqué, c'est un démolisseur. On revend les ferrailles, puisque cette construction est un peu particulière, au vieux fer, et puis on reconstruit, on bétonne quelque chose. Donc on n'a pas voulu rentrer là-dedans, et donc
on a essayé de rénover ce bâtiment qui a des caractéristiques tout à fait particulières. Donc c'est un immeuble qui a été construit par l'architecte Rogène, qui comprend Julien Rogène. Il a terminé cet immeuble en 1965. C'est un immeuble un peu particulier parce qu'il est d'une très grande sobriété. C'est un immeuble, si vous voulez, qui a des façades excessivement rigoureuses. Et même sa structure a été étudiée pour être la moins coûteuse et la plus légère possible. Ce qui nous pose aujourd'hui des problèmes, parce qu'elle est tellement légère qu'elle ne peut pas prendre des charges supplémentaires. Mais en même temps, il s'en dégage voilà, une impression un peu intemporelle. Et c'est un immeuble bon, dont l'esthétique peut être critiquée par certains, que j'apprécie personnellement, et que nous avons essayé de maintenir. Ce bâtiment a une emprise au sol de 516 mètres carrés. Il a une surface brute totale de 11 400 mètres carrés, donc c'est une centaine de logements. L'estimation hors TVA et honoraires pour la rénovation que je vais vous montrer est de l'ordre de 15 500 000, donc ce n'est pas rien. On a fait une première adjudication qui nous a amené à des prix beaucoup trop élevés. Nous avons refait une deuxième adjudication. Et nous sommes encore 6% supérieurs à l'estimation. Donc on est en train de voir avec les entrepreneurs les moins-disants comment parvenir à réaliser ce projet. Vous voyez, il n'y a pas de fioriture. Même les façades sont très systématiques. Les fenêtres sont là où elles doivent être. Si vous regardez des immeubles qui ont été construits un peu après, ben, vous voyez, c'est fait comme ça. Là, non. C'est fait, voilà, c'est une façade métallique, très systématique. En totale opposition aux recherches de façade d'aujourd'hui, où vous avez ces verticales ou ces horizontales, etc., c'est tout à fait remarquable. Et cet immeuble a été très longtemps l'immeuble le plus haut dans le quartier et était un peu le signal du quartier. On se repérait par rapport à lui. Et puis, depuis les années 70, il n'y a pas que les arbres qui ont poussé, il y a aussi des immeubles à côté qui ont grandi. Et donc il s'est fait un peu rattraper et il a perdu un peu de sa présence. Et vous voyez ces façades caractérisées par une surface quasi sans relief, hein, mais une façade qui n'est pas isolée, des châssis métalliques. Et vous voyez, les arbres ont poussé, les bâtiments également. Et puis on a perdu un peu ce rôle. Et donc l'idée pour la tour Brunfaux, c'est d'abord de la désosser, de lui enlever les façades, de lui enlever tous les équipements intérieurs, pour retrouver son squelette. Et son squelette est assez particulier parce que c'est une tour métallique, ce qui est très rare dans nos pays. Hein. On retrouve beaucoup plus d'immeubles métalliques aux États-Unis, par exemple. Chez nous, ce n'est pas la tradition. On bétonne. Hein. Le métal ayant effectivement des problèmes au niveau résistance-feu. Hein. Le béton, lorsque vous le chauffez, à un moment donné, il va se fissurer et puis il va se laisser aller. L'acier, lui, à un moment donné, va presque fondre et il va s'effondrer, quasi sans prévenir. Et les pompiers n'aiment pas trop. Donc l'idée, c'est de le désosser et puis de remplacer les planchers existants, parce que vous allez voir comment sont constitués les planchers existants. Je vais d'ailleurs vous le montrer de suite. Actuellement, vous avez des poutrelles ici qui reprennent des UPN qui sont dans l'autre sens, sur lesquelles sont simplement disposées des tôles nervurées, et puis un linex ou un panneau de bois, et puis un lino. Et ça, c'est un appartement, et ça, c'est un autre appartement. Hein, donc ça veut dire qu'au niveau isolation thermique, 0, au niveau isolation acoustique, 0, et au niveau feu, catastrophe. Le moindre incendie ici, et tout se communique de l'autre côté. Donc on a cherché des solutions, le béton était trop lourd. Impossible, le béton pèse 2,5 tonnes le mètre cube, ben, le bois il pèse peut-être 800 kg le mètre cube, donc on a opté pour utiliser des planchers en bois massif. Et ces planchers en bois massif, on est venu comme ça les affiner pour se reporter en rouge. Ce sont les structures existantes sur les poutrelles qu'on a enrobées de matériaux inifuges, c'est des plaques de plâtre ici de la marque Promat.
Et puis là-dessus, on a mis des appuis résilients avec une chape sèche. On a remis une isolation acoustique. Voilà la chape sèche et le parachèvement par-dessus. Ça présentait bon, l'intérêt d'être 2,5 fois, presque 3 fois plus léger que du béton. Ça présentait l'intérêt d'avoir une surface qui pouvait être laissée brute. On a du bois, c'est assez sympa dans les appartements. Et donc c'est vers là qu'on a travaillé. Donc après avoir vidé tout ce qui se trouve à l'intérieur, on vient glisser ces éléments préfabriqués. Mais même en utilisant du bois, le surpoids du bois par rapport à la tôle qui était mise au départ est trop important pour la structure et pour les fondations. Alors, on a imaginé de construire un pont, vous voyez, en orange, autour du bâtiment. Vous aurez d'autres vues après, et le pont, il est là, de manière à renforcer la structure existante et surtout pouvoir aller refaire des fondations. Les fondations reprenaient les charges de la structure d'avant, mais n'étaient pas capables de reprendre les charges du nouveau plancher. Donc ce pont qu'on construit là, qui vient par-dessus le bâtiment ici, qui redescend là, et on retrouve ça à chaque travée. On retrouve ici des fondations à ce niveau-là qui permettent de reprendre les charges et de les transférer au sol. Parce que souvent on se dit, oui, on a un immeuble, il a l'air solide, les murs sont épais, on peut le rehausser d'autant, mais on oublie que les fondations ne le permettent pas. Et il faut travailler avec des micropieux et des techniques assez coûteuses pour pouvoir le rendre plus stable. Et ce pont ici vient, donc la travée du pont, le niveau du pont est stade 1, il vient également soutenir, si vous voulez, le bâtiment. Donc l'acier peut travailler aussi bien en compression qu'en traction. Donc une partie part en compression vers le sol, mais une partie est soutenue et résiste en traction et est soutenue par le pont. Et on a profité pour remonter de 4 niveaux, pour arriver au souhait du foyer Molenbeekois qui était 99 appartements, comme avant, parce que les appartements ayant grandi en surface, il a fallu plus de place pour construire. Pour construire tout ça. Et on a revêtu, alors, comme je vais vous le montrer, le bâtiment d'une façade en panneaux d'aluminium, en essayant de garder cette façade lisse comme Rogène l'avait dessinée. Voilà, donc on voit ici en rouge le bâtiment existant, avec ses fondations rouges existantes, et voilà le pont qu'on est venu construire, voilà la travée du pont, puis les étages qu'il reprend après. Donc on le voit à cet endroit-là aussi. Et donc, c'est assez intéressant, voilà le bâtiment existant, et puis voilà ce qu'on reconstruit autour pour venir le soutenir. Et donc qui ne concerne pas uniquement le renfort de la structure, mais également le renforcement des fondations. Voilà, il y a d'autres dessins, et évidemment les contreventements, tout ça a dû être étudié. Et voilà un peu le modèle auquel on arrive. Et donc là-dedans, si vous voulez, se mettent différents... voilà, il y a une grande mixité d'appartements. Voilà, vous avez des studios, là vous avez sur cette zone-là, par niveau, 2 appartements, 2 chambres. Voilà, ici vous avez un studio, 3 appartements, 1 chambre, etc. Et donc, les aménagements vont du studio jusqu'aux appartements 4 chambres, suivant un cahier de charge qui nous avait été donné par le logement Molenbeekois. Et on voit bien ici, par rapport à la situation existante, la situation projetée. Donc on voit que le bâtiment a gagné en largeur. Et on voit surtout que les appartements que vous voyez ici, voilà. Bon, hein, vous voyez la grandeur de cet appartement vert, par exemple, on y reviendra. C'est beaucoup plus grand. Et on était confronté un peu à la difficulté des terrasses, puisqu'on souhaitait conserver une façade relativement lisse. On était embêté par le fait de créer des terrasses à l'extérieur qui allaient changer toute l'esthétique du bâtiment. Donc ce qu'on a imaginé, ce sont des patios intérieurs que vous voyez ici,
Donc c'est une pièce extérieure qui se trouve dans l'appartement. Là, il y a un contact direct avec l'extérieur. Ce sont des vitrages simples en accordéon. Et les grands appartements, comme celui-là, disposent chaque fois d'un de ces patios. On les voit encore là et là, on verra un peu les plans plus en détail tout à l'heure, qui amènent donc de la lumière à ce niveau-là et qui évitent d'avoir des balcons extérieurs. L'avantage de ce système, c'est qu'on a vraiment un espace tampon qui peut être refermé par des vitres. Donc au quotidien, eh ben, des enfants peuvent aller jouer sans risque, puisqu'on ferme les vitres, et on peut l'utiliser également en automne, au printemps, et même parfois en hiver. Et cet espace tampon peut servir à réchauffer ou à rafraîchir l'appartement. Et on voit bien sur cette vue, voilà, le patio qui est ici, et sur lequel communiquent toutes les pièces de vie. Vous voyez le plafond qui est constitué de bois. Bon, le bâtiment est équipé de ventilation double flux. C'est un bâtiment qui est passif. Et on a gardé des fenêtres en les proportionnant, comme l'avait fait Julien Rogienne, à chaque fonctionnalité. Là, par exemple ici, on a une allège un peu plus haute parce qu'on peut y mettre un fauteuil. Là, l'allège est plus basse parce que quand on est sur la terrasse, on a envie de voir vers la ville, vers le bas. Et donc c'est ça qui va donner une variété dans les façades. Donc les façades, vous voyez, on a essayé vraiment de travailler de l'aluminium et le châssis vraiment en continuité pour essayer de garder, si vous vous rappelez la première image que je vous ai montrée, cette idée de simplicité, de finesse. Donc tout est aligné, mais évidemment, voilà, avec les façades, on vient appliquer des panneaux en bois qui sont préfabriqués. Hein, on complète l'isolation ici, vous voyez, tout ça c'est l'étanchéité. Là, on enrobe les poutrelles d'éléments de protection, et puis tous les nœuds techniques sont étudiés pour ne pas avoir de pont thermique. Voilà, vous avez 2 cas de fenêtres avec les ventilations ici. Ces ventilations aussi qui ne sont pas toutes sur toute la hauteur de la façade, pour éviter le problème qu'il y a eu en Angleterre, où les panneaux intérieurs ont commencé à brûler, si vous vous souvenez de cette tour qui a brûlé, et le feu s'est propagé dans cet espace-ci. Donc le feu n'était pas en façade, il était derrière la façade. Donc maintenant, on impose des coupures au feu à ce niveau-là. Et ce bâtiment, avec les planchers en bois, a quand même nécessité l'installation de sprinklage. Donc les pompiers, maintenant à Bruxelles, essayent de généraliser l'utilisation de sprinklage. Et ici, d'autant plus que le bois, même s'il est difficilement inflammable, une fois qu'il commence à se consumer, ça représente une charge calorifique importante. Donc on a dû, et ça a été un coût assez important, installer un système de sprinklage avec les réservoirs, avec les pompes, avec les groupes électrogènes, tout ce que ça représente. Voilà, je vous ai montré quelques détails pour des balcons, vous voyez, tout ça est en continuité. On ne va pas s'appesantir sur ces détails constructifs. Mais voilà, on arrive à une façade qui est relativement lisse, où les façades sont composées d'aluminium anodisé. On envisage peut-être, pour rendre le côté signal plus intéressant, d'avoir un aluminium peut-être poli sur le grand pignon. Encore faut-il qu'on teste le fait qu'il ne va pas éblouir les gens. Hein. Vous avez tous déjà vu le soleil qui tape sur une fenêtre et vous avez l'effet du soleil qui se reflète sur la façade en face. Donc il ne faudrait pas que les conducteurs qui utilisent le boulevard de l'Abattoir en face subitement soient éblouis. Mais ce serait intéressant d'essayer de magnifier quelque part le building et d'avoir le ciel qui vient se refléter à cet endroit-là. Là en haut, vous avez une terrasse accessible et le couronnement est fait par du métal aussi, mais c'est du métal déployé, donc à travers lequel on peut voir et qui monte assez haut pour éviter les accidents. Et on a laissé une trace ici de la hauteur initiale du building, et puis je vous parlerai tout à l'heure du rez-de-chaussée. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau de la façade, c'est donc on a quelque chose qui n'est pas
qui n'est pas dans l'air du temps, si vous voulez. Hein, aujourd'hui, quand on fait des façades, on essaye d'avoir des lignes comme ça, des trous comme ça, des lignes horizontales, etc. Et ici, en essayant de reprendre la démarche de Julien Rogen, on est arrivé finalement à une façade qui a sa propre personnalité et qui correspond à celle qui était avant et qui se démarque un peu des courants actuels. Au niveau des techniques spéciales, bon, le bâtiment donc, a une ventilation double flux. On a fait la chasse partout à la perte de place. Et une idée ici, ça a été par exemple d'installer les éléments de ventilation à ce niveau-là, C'est-à-dire de couper le bâtiment en trois, parce que ça représentait quand même des installations assez grandes, donc on retrouve ça à 2 niveaux. Mais ça permet surtout, puisqu'ils sont à 2 endroits différents, chacune desservant un tiers du bâtiment, de réduire la dimension des gaines techniques d'un tiers. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais à la place d'avoir tout ce qui était équipement en haut ou en bas et avoir des grosses gaines techniques, en les répartissant comme ça, on a pu travailler le bâtiment tiers par tiers et donc réduire par 3 la section des gaines techniques. Et on voit qu'effectivement, voilà, on a des gaines techniques qui sont relativement petites ici. Donc on a une gaine technique là, là, là. Voilà les nouveaux escaliers. On a un escalier de secours à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et voilà les circulations verticales. Bon, ça s'est illustré un petit peu, si vous voulez, par rapport à l'ancien plan que voilà. Bon, on avait avant un dégagement qui se trouvait central ici, qui était finalement, par rapport au dégagement actuel en bleu, bon, assez grand, avec des ascenseurs, 2 petits ascenseurs. On a mis un très gros ascenseur et un plus petit, le très gros pouvant être utilisé pour des déménagements. Il y avait 2 escaliers de secours qui sont des escaliers hélicoïdaux en métal qui desservaient 11 étages. Hein, donc imaginez le problème avec la structure de ce bâtiment-là. Il pouvait partir en fumée en 10 minutes et vous aviez 2 escaliers et il y a toujours 2 escaliers de secours hélicoïdaux de 1,60 m ou 1,80 m pour permettre aux gens de s'enfuir. Et alors on a essayé, si vous voulez, de prendre de la lumière naturelle ici au niveau des communs. Ça nous paraissait important que lorsque on sort des ascenseurs, on ait une vue sur la ville et que cet espace-là, où les gens attendent, devienne aussi un lieu de convivialité. Bonjour voisins, bonjour voisines, comment vont les enfants peuvent se retrouver là, jouer, etc. Et c'était intéressant, plutôt que d'avoir un espèce de couloir sombre, étriqué comme celui-là. Et là, on revoit un peu les dispositions des patios. Voilà, ça c'est un bâtiment que j'ai construit aux casernes d'Ailly, et où on avait déjà essayé de faire des cages d'ascenseurs, des lieux de convivialité. Et ça fonctionne bien, les gens sont là, ils discutent, les enfants jouent, etc. Et évidemment, puisqu'on parle de convivialité, on a proposé, et on verra si le budget le permettra, donc d'utiliser la toiture comme un espace de jardin. Donc on y accède par les cages d'escalier d'ascenseur ici, et on peut avoir des potagers, des plantations dans ces bacs. Et on a également prévu, vous voyez, un chemin de roulement pour l'entretien de la façade. Et vous avez ici le métal déployé qui monte assez haut pour empêcher que des objets ne chutent, ou si on joue au ballon, n'importe quoi, des choses qui passent d'un côté à l'autre. Donc ça paraissait intéressant, si vous voulez, que les gens puissent se retrouver là en haut, discuter, prendre le soleil à cet endroit-là. Et on a eu un peu la démarche, ça c'est le plan du rez-de-chaussée initial, voilà, qui était tout à fait cloisonné, vous voyez. Donc on rentrait ici, voilà les 2 cages d'ascenseur, voilà l'arrivée des cages d'escalier, là et là. Il y avait des bâtiments pour la conciergerie, des locaux communs, etc. Donc on a essayé, nous, d'avoir une entrée un peu traversante ici, d'avoir à cet endroit-là un grand local vélo, et à peu près 35-40 vélos, avoir un local poussette, puisqu'on a des appartements qui peuvent aller jusqu'à 4 chambres. Donc on imagine qu'il y aura des familles avec des enfants.
Et lorsque vous rentrez ici, vous avez une grande pièce avec un peu le comptoir du concierge, et puis des pièces que vous pouvez louer si vous voulez faire une fête. Et tout ça, vous voyez, il y a des grandes vitres ici qui permettent finalement la transparence. Et vous voyez qu'ici, tout est quasi ouvert au niveau du rez-de-chaussée. Au niveau des locaux pour vélo, etc., l'idée a été de mettre du vitrage type réglite avec des plantations par derrière. Et donc on a quelque chose qui est vraiment en continuité avec l'espace public qui se trouve ici. Et je vais revenir un peu au thème enfin, ce que j'ai en tête dans l'exposé, c'est toujours attribuer beaucoup d'importance aux espaces publics. Et ici, dans le concours que nous avons fait, nous avons eu des concurrents hollandais qui ont proposé d'autres démarches, et notamment des démarches qui consistaient non pas à rehausser le bâtiment pour compléter les surfaces nécessaires aux appartements, mais de construire plus bas sur le sol, et donc d'empiéter sur l'espace public. Et donc ici, même la démarche initiale qui a présidé à la réalisation de ce bâtiment-là était en fait de mettre à disposition des citoyens, des gens qui habitent la ville, cet espace ici au pied de l'immeuble, sachant qu'il y a à peu près 100 appartements. Donc on imagine le nombre de personnes qui peuvent fréquenter cet immeuble-là, les enfants qui peuvent jouer, etc. Et donc leur dédier quelque chose à ce niveau-là, et même de leur donner la possibilité d'aller en toiture. Donc on voit un peu la manière, donc on a un peu revu la manière dont les circulations, les parkings se faisaient actuellement. On a refait des bacs de plantation avec des sièges à la périphérie, parce que le problème des plantations au niveau de l'entretien, c'est si vous les mettez au niveau du sol, c'est vite utilisé par nos amis les chiens, hein, et donc ça devient assez vite insalubre pour les enfants. Donc en les mettant, si vous voulez, en mettant les plantations à hauteur de banquettes et en permettant aux gens de s'installer, ça rend les choses un peu plus difficiles. Et puis on met une caninette à côté. Donc vous voyez la transparence ici, et puis on a tout un tapis minéral qui redescend avec des gradins ici. Et puis vous avez là le profil qu'avait l'ancien bâtiment, et puis ce qu'on a élargi, et puis ce qu'on a rehaussé avec le pont. Donc tout cet espace-là est disponible aussi. Et puis vous avez tous ces espaces extérieurs constitués par les patios qui vont animer les façades, et qui, j'espère, vont rendre la vie dans l'immeuble plus agréable, plus attrayante. Voilà la situation initiale. Donc il y avait des emplacements de parking, on passe par là, on passe un peu partout. Il y avait aussi une série de conteneurs pour les poubelles ici, parce que ça, les poubelles aussi, c'est un gros problème dans les immeubles comme ça, où vous avez autant de personnes. Là, on a pu mettre les poubelles à l'extérieur dans des conteneurs enterrés. Et donc, Bruxelles Propreté peut venir ici pour enlever tout ça. Vous voyez, tout ceci est devenu maintenant tout à fait piéton, sauf les accès qui sont nécessaires pour les pompiers. Et la commune de Molenbeek nous a demandé de réfléchir au statut des rues et aux liaisons avec le parc ici, en complément de l'étude. Donc plutôt que de se limiter strictement à la surface dont était propriétaire le foyer molenbeekois, la réflexion qui se fait dans la continuité de la réflexion générale a pu aborder tout cet aspect-là. Voilà, j'en suis arrivé au terme de l'exposé, où donc j'ai essayé de répéter qu'il était absolument indispensable pour les politiques de s'intéresser plus à l'espace urbain, et que lui seul était capable de générer une qualité de vie en ville que beaucoup sont allés rechercher à la campagne, en se rendant compte que les embouteillages, etc., parfois pesaient lourd. Et donc, par rapport à ces personnes qui ont tendance maintenant à revenir en ville, et il y a de plus en plus de gens en ville, il ne faut pas négliger le fait, d'une part, de rendre des immeubles intéressants avec des espaces extérieurs, mais surtout d'essayer de développer des espaces publics en rapport, et dont la surface est en rapport avec les nouveaux logements qu'on est en droit d'accueillir.
Voilà, je vous remercie. Je suis à votre disposition pour toute question.